La F40 n'est pas née pour être aimée, ni même pour être comprise immédiatement. Car à l'origine, cette voiture n'est pas le fruit d'une stratégie marketing ni d'une étude de marché, mais c'est la conséquence directe d'un doute profond, presque existentiel qui traverse Ferrari au début des années 80. Et oui, 1980, c'est un moment où la marque commence à sentir que son statut d'icône absolue de la performance automobile n'est plus aussi intouchable qu'auparavant. Ferrari sort alors d'une décennie compliquée, la Formule 1 ne domine plus comme avant, les résultats sont irréguliers et les règlements changent. Et surtout sur la route, la concurrence progresse à une vitesse que Maranello n'avait pas anticipée. À cette époque, les Ferrari de route restent rapides, désirables et prestigieuses, mais elles ne sont plus seules. Et pour Enzo Ferrari, ce constat est insupportable, car Ferrari n'a jamais été une marque qui se contente d'être dans le haut du panier. Ferrari doit être au sommet, sans discussion possible. Le déclic arrive presque par accident, lors d'une conversation avec Pietro Barilla, un ami proche, qui lui raconte que son fils arrive à suivre, voire à égaler une Ferrari 308 au volant d'une M3, une voiture bien moins chère, bien plus accessible, et surtout produite par un constructeur qui n'a aucun passé en compétition comparable à celui de Ferrari. Pour Enzo Ferrari, cette phrase n'est pas anodine, elle remet en cause l'idée même de ce que Ferrari représente, car si une BM peut faire jeu égal avec une Ferrari, alors quelque chose est en train de se fissurer. À partir de ce moment-là, Enzo Ferrari comprend qu'il ne suffit plus d'améliorer l'existant, ni de faire évoluer progressivement la gamme, mais qu'il faut créer une voiture radicale, une voiture capable de rappeler au monde entier ce que Ferrari est capable de faire lorsqu'elle n'accepte plus aucun compromis. Ce projet ne doit pas être une Ferrari confortable, ni une Ferrari élégante, ni même une Ferrari polyvalente. Il doit être une démonstration brute de génie mécanique, une voiture qui place la performance et la sensation de pilotage au-dessus de tout le reste. Pour mener cette mission à bien, Enzo Ferrari se tourne vers un homme en qui il a une confiance absolue, Nicola Materazzi. Un ingénieur discret, mais redoutablement efficace, qui a déjà fait ses preuves chez Lancia, notamment sur la Stratos, et qui comprend mieux que quiconque la logique de la compétition, du poids, de la puissance et des compromis techniques nécessaires pour atteindre des performances extrêmes. Materazzi n'est pas un homme de compromis et c'est précisément pour cela qu'Enzo Ferrari lui confie ce projet sensible. Parce que ce projet va définir l'avenir de la marque. Lorsque la question du moteur se pose, les ingénieurs proposent une solution raisonnable. Un V8 turbo de 3 litres, développement environ 330 chevaux. Une puissance déjà assez élevée pour l'époque, mais qui reste dans une zone de confort acceptable pour une voiture de route. Mais Materazzi n'est pas d'accord et il refuse catégoriquement cette proposition, expliquant qu'un tel moteur n'apporterait rien de nouveau et qu'il ne ferait que suivre une tendance, et que Ferrari ne peut pas se permettre de faire comme les autres. Pour Materazzi, si Ferrari doit adopter la suralimentation, ça doit être pour créer un moteur hors norme, un moteur capable de redéfinir ce qu'on attend d'une supercar de route. Il fixe alors un objectif qui paraît déraisonnable, 400 chevaux minimum. Enzo Ferrari réfléchit, puis accepte, alors même jusqu'à créer un département spécifique, entièrement dédié à ce nouveau moteur, placé sous la direction de Materazzi. Ce choix est fondamental, parce qu'il montre à quel point Enzo Ferrari est prêt à prendre des risques pour préserver l'ADN de sa marque. Très vite, le projet moteur déborde de son cadre initial, et Enzo Ferrari demande à Materazzi de concevoir non seulement le moteur, mais aussi la voiture qui devra l'accueillir, donnant naissance au projet 164. Un projet qui à ce stade n'a aucune vocation commerciale clairement définie. À l'origine, l'idée est simplement de faire évoluer la 288 GTO, afin de créer une machine capable de courir entre les mains des clients, dans l'esprit des voitures de compétition, qui ont toujours fait partie de l'histoire de Ferrari. Mais à cette époque, la structure de l'entreprise a changé, Fiat est désormais présent, et les décisions sont plus lourdes, plus politique, Enzo Ferrari n'a plus la liberté totale dont il disposait auparavant. This is Enzo Ferrari, the Ferrari who makes some of the fastest and most expensive cars in the world. Of course, for his own personal use, Mr. Ferrari drives something a bit more practical. He drives a Fiat 128. When it comes to cars, you can't fool a Ferrari. Materazzi se heurte alors à des résistances internes, et pour contribuer à développer le projet, il doit contourner les circuits officiels en obtenant l'accord du directeur de la production, Eugenio Alzati, qui accepte à une condition presque absurde. La voiture devrait être développée en dehors des heures normales de travail, le samedi matin, afin de ne pas perturber la production en cours des autres Ferrari. Et c'est ainsi que la future F40 est conçue presque en marge de l'entreprise, dans une atmosphère proche de celle d'un projet clandestin, porté uniquement par la conviction de quelques ingénieurs persuadés de travailler sur quelque chose d'exceptionnel. Et en parallèle, Ferrari développe la 288 GTO Evoluzione pour le groupe B, une catégorie extrêmement radicale. Mais lorsque le groupe B est brutalement interdit, Ferrari se retrouve avec une voiture incroyablement performante, mais sans avenir sportif immédiat. Alors face à cette situation, Enzo Ferrari prend une décision historique. Plutôt que de laisser ce projet mourir, il décide d'en faire une voiture de route, une supercar extrême destinée à célébrer les 40 ans de Ferrari. Et la présentation officielle a lieu le 21 juillet 1987, sur le circuit de Fiorano. Et Enzo Ferrari, alors âgé de 89 ans, tient à être présent personnellement, conscient qu'il s'agit probablement de l'une de ses dernières grandes apparitions publiques. Dès les premiers regards, la F40 choque, non seulement par son design agressif, ses lignes tendues, son aileron massif et ses prises d'air omniprésentes, mais aussi pour ce qu'elle ne propose pas. Car une époque où les constructeurs commencent à intégrer de plus en plus d'électronique pour faciliter la conduite et rassurer les clients, Ferrari fait exactement l'inverse, en supprimant volontairement toute assistance. Et oui, pas d'ABS, pas de direction assistée, pas de contrôle de traction,
aucune aide électronique. Rien ne vient interférer entre le pilote et la mécanique, et ce choix est totalement assumé par Enzo Ferrari, qui considère que la technologie ne doit pas remplacer le talent du conducteur. Lorsque les chiffres sont annoncés, l'effet est immédiat. 478 chevaux, un poids contenu à un peu plus de 1200 kg, et surtout, une vitesse de pointe de 324 km/h, faisant de la F40 la voiture de série la plus rapide du monde à sa sortie, un titre que Ferrari attendait depuis longtemps de reconquérir. Et sous la bulle arrière en plexiglas, le moteur est visible, presque exposé, comme pour rappeler que la mécanique est le cœur de cette voiture. Le moteur est un V8 à 90 degrés de 3 litres, suralimenté par deux turbos japonais Yashi, choisi après un test comparatif direct en présence d'Enzo Ferrari, au cours duquel même le président du concurrent européen reconnaît la supériorité des turbos japonais. Ce moteur est dérivé de la 288 GTO Evolution et des blocs Dino de compétition. À bas régime, le moteur se montre presque docile, relativement facile à contrôler. Mais dès que les turbos entrent en action, la poussée devient brutale et violente, sans aucune progressivité artificielle. Rappelant constamment au conducteur qu'il n'y a aucun filet de sécurité. Cette brutalité est accentuée par la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, développée spécifiquement pour la F40. Car à l'époque, même ZF n'est pas capable de fournir une transmission capable d'encaisser un couple de 577 Nm. Le châssis de la F40 repose sur un treillis tubulaire en acier dérivé de la GTO, offrant une rigidité 3 fois supérieure à celle d'un châssis conventionnel, tout en étant plus léger, tandis que la carrosserie fait un usage intensif de matériaux composites comme la fibre de verre, le Kevlar ou encore la fibre de carbone, permettant de réduire le poids total de la carrosserie à seulement 46 kg. Chaque élément est pensé pour la performance, y compris l'aérodynamique, avec un aileron arrière massif, conçu non pas pour le style, mais pour assurer la stabilité de la voiture à très haute vitesse, et ce, même au-delà de 300 km/h. À l'intérieur, l'expérience est radicale, presque choquante pour une Ferrari, car il n'y a ni cuir, ni moquette, ni système audio. Les poignées de porte sont remplacées par de simples câbles, et les vitres sont en polycarbonate. Aucune assistance n'est présente, donnant l'impression de s'installer dans une voiture de course, plutôt que dans une supercar homologuée pour la route. Ce choix tranche radicalement avec celui de la Porsche 959, sa rivale directe, qui mise au contraire sur une sophistication technologique extrême. Mais pour Ferrari, la F40 doit rester fidèle à une vision purement mécanique, où le pilote est au centre de l'expérience. Naturellement, la F40 ne restera pas cantonnée à la route, car elle donnera naissance à plusieurs versions de compétition, développées par Michelotto, comme les F40 LM, IMSA ou GTE, capables de dépasser les 900 chevaux et d'atteindre des vitesses de pointe proches des 370 km/h, et engagées dans des compétitions prestigieuses comme les 24 heures du Mans ou le championnat IMSA, et pilotées par des pilotes de renom tels que Jean Alesi, prouvant que la F40 n'est pas qu'un objet de collection mais une véritable base de voiture de course. Et en 88, malheureusement, Enzo Ferrari disparaît, et la F40 prend alors une dimension symbolique encore plus forte, devenant la dernière Ferrari conçue et validée sous son regard. La dernière Ferrari a incarné une vision sans compromis de la performance automobile. Initialement prévue à 400 exemplaires, sa production sera portée à 1311 unités, déclenchant une spéculation immédiate qui n'a cessé de croître au fil des décennies, et jusqu'à atteindre aujourd'hui plusieurs millions d'euros par exemplaire, faisant de la F40 l'une des Ferrari les plus convoitées de l'histoire. Mais au-delà de sa valeur financière, la F40 est avant tout une déclaration d'intention, une voiture née d'un doute, d'une remise en question, et une volonté farouche de prouver que Ferrari pouvait encore définir les limites de la performance automobile sans se reposer sur l'électronique ou le confort. Imparfaite, brutale et exigeante, elle est une voiture qui demande du respect, de l'engagement et de l'humilité, et surtout un bon niveau de pilotage. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle reste encore aujourd'hui l'une des Ferrari les plus respectées, les plus admirées et les plus mythiques jamais produites. Si t'as aimé ce format, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et moi je te laisse avec 2 vidéos que tu peux regarder en attendant la semaine prochaine.